Pour moi, Paris, c'était un éternel voyage. C'était vertigineux, on va dire. Mais nous, on ne s'en rendait pas compte. J'allais à l'école arabe, je faisais du théâtre. Je passais l'après-midi parfois avec Paco Rabanne. J'allais au bain-douche le soir. Je rencontrais Prince, Tyson. Je rentrais chez moi. C'était normal pour moi. Comme disait l'autre, quand un griot meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. J'ai fait le premier article sur les femmes excisées, là. Pour le Nouvel Obs, j'avais même pas 18 ans, moi. Mais c'est les autres qui signaient à leur nom. Des hommes aussi, des fois, se font avoir. Tu étais jeune, tu avais 18 ans. Ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on t'a volé quelque part? Alors, il y en a plein qui m'ont volé. Plein. Au niveau du cinéma, dans tous les milieux. De la mode, du cinéma, de l'édition, de la musique. Ce que je peux te dire, nous avons été des citrons pressés pour pas mal de choses. Dans ce nouveau podcast, je reçois un griot des temps modernes, un troubadour, un baroudeur, une personne, un artiste qui a connu la scène des années 90, dont des grandes voix comme Amina Annabi qui a chanté à l'Eurovision, Youssou N'Dour ou encore Rachita. Bonjour, mon cher Lamine Diabaté. Oui, bonjour Rizlen, bonjour. Voilà, parce que c'est Lamine Diabaté. Oui, parce que bon, Diabaté, Diabakaté, mais vous savez, bon, bref, mon père m'a toujours dit Diabakaté et Diabaté, ça veut dire la même chose. Et c'est vrai que ici, les gens souvent me posent la question, ça s'écrit pas pareil, mais en fait, chez nous, Diabaté, c'est la même chose. Quand tu dis que tu es un griot, oui. C'est-à-dire en fait, les griots, c'est quoi? On ne devient pas, c'est un truc... c'est un peu chamanique, non? Un peu magique? Non, bon, peut-être sans doute, mais c'est surtout une question d'héritage. Vous savez ce que ça veut dire? De mémoire. Le griot, c'est comme... comment je pourrais te dire ça? Un gardien de la mémoire? C'est comme le gardien du temple, un peu, tu vois. Et c'est celui qui transmet l'histoire de génération en génération, tu vois. Et comme disait l'autre, quand un griot meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Et puis c'est quelqu'un aussi qui est très utile à la société. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, dans ma famille, vous savez, pour se marier ou des choses comme ça, ma grand-mère avait pour habitude d'aller demander la main d'une femme. Et bien quand elle y allait, on ne pouvait pas lui refuser. Et d'ailleurs, s'appeler Diabaté, c'est comme si tu dis... c'est celui à qui tu ne refuses rien. C'est ça la définition du nom, en fait. Ah, magnifique. Oui, tout à fait. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a vraiment des significations, des symboliques. Tout à fait. Griot, ça vient d'où exactement? Tu es originaire d'où? En fait, moi, d'après ce qu'on m'a raconté de mon histoire, en fait, je pense que ça vient de l'Empire du Mali. Ça vient de l'Empire du Mali. Il y a une légende. Mais raconte-nous la légende, moi ça m'intéresse. Il y a une légende autour. Et ça intéressera les auditeurs aussi. Ah ouais, il paraît que c'est l'histoire de deux frères qui au départ s'appelaient des Traoré. Bon, ça c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on nous a appris et on nous a transmis. Et ils habitaient dans son village et il y avait une rivière. Et à l'époque, c'est pas comme maintenant. Après le crépuscule, les gens rentraient dans leur baraque, dans leur maison, dans leur propriété et tout ça. Et il paraît un moment, la terreur a régné dans ce village parce que l'ensemble de la population avait peur de sortir, de se manifester. Parce qu'il y avait une bête avec une très longue queue comme ça qui faisait peur. Bon. Et un de mes ancêtres, très discret, s'est dit, tiens, a pris ce problème et s'est dit, je vais essayer de trouver une solution pour que la bête d'abord disparaisse et pour que le village retrouve sa vie, quoi, sa vivacité et tout ça. Et bien, il paraît, d'après ce qu'on nous a raconté, ce qu'on m'a raconté, il est parti à l'aube, comme ça, il est rentré dans la rivière. Et quand il s'est attaqué à la bête, en fait. Et il a réussi, comment dirais-je, à le terrasser, on va dire, et arriver à bout. Et à partir de ce jour-là, la vie a repris dans ce village. Tu vois. Et son grand frère, qui était tellement fier de cet acte de bravoure, lui a dit « Idiabraté, celui à qui tu ne refuses rien ». Waouh. Donc c'est ça l'histoire. Donc c'est ça l'origine de ton nom. Absolument. On voit de la manière dont tu racontes cette histoire, cette âme griot que tu portes en toi. C'est ça. Et c'est ce que tu veux transmettre. Et en fait, tu as vécu donc à Paris, tu as grandi. Oui, j'ai grandi à Paris. Et vous savez, on m'a toujours dit, vous savez, c'est aussi le dépositaire de la tradition. C'est celui aussi qui véhicule l'histoire de génération en génération. Donc c'est un rôle assez important. Donc j'ai compris depuis le début, quand tu portais ce nom-là, il fallait toujours garder aussi sa dignité, quoi.
Là. Donc parfois c'est un peu lourd, surtout quand tu passes d'un monde très, comment dirais-je, traditionnel à un monde un peu moderne, tu vois. Oui, traditionnel, spirituel aussi. Absolument, tout à fait. Et vous savez, hein, c'est d'ailleurs ma sœur m'a dit il n'y a pas très longtemps qu'elle était partie au Mali, parce que l'origine des Diabaté, c'est le Mali. C'est l'empire du Mali. Hein. C'est ça. C'est le royaume. Oui, non, mais c'est un empire qui était énorme, hein, si mes souvenirs sont bons, qui partait pas loin du Soudan. Vous savez, le Soudan, là. Oui. Il y avait ça, il y avait du Soudan presque au Maroc. Et puis ça descendait jusqu'au Ghana, comme ça, jusqu'au golfe du Guinée. Et c'était un lieu très très riche. Et d'ailleurs, un de nos ancêtres qui s'appelle Malsa Moussa, lui, il adorait les femmes un peu brunâtres comme ça. Et c'est lui qui a amené l'or, parce qu'il aimait beaucoup les femmes maghrébines. D'accord. Donc il a décidé de se convertir à l'islam. Pour une femme. Il est parti avec une diligence de 100 000 hommes. Ça a duré, je crois, plus d'1 an pour aller jusqu'à la Mecque. Et à chaque village ou chaque royaume, il déversait l'or et les rois arabes lui donnaient des filles. Donc la mine de légendes, d'histoires. Donc voyageons ensemble. Je suis là pour ça. Et donc venons là du Mali à Paris. Oui. Raconte-nous ce lien. Alors Paris, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Paris et notre famille, il y a une grande histoire. Déjà de par mon grand-père. Le premier fils de mon grand-père, il s'appelle Moustapha. Il est né à La Rochelle, en 1926. Bon. Mon père, qui était né dans les années 30, a été conçu à Paris. Parce que ça, c'est des histoires vraies. Mon grand-père était le premier griot. Vous savez, là où se trouve aujourd'hui la Porte Dorée, là, le musée de l'immigration, les eaux de Vincennes, tout ça. Il y avait ce qu'on appelle l'exposition coloniale. Oui. Et je te montrerai des photos que j'ai là. Mon grand-père a été un des premiers, parce qu'il jouait la kora. L'instrument, c'est l'instrument qui est en boule, bien sûr, avec des cordes. Mon grand-père s'appelle Mamadou Bintou Diabaté. Je te montrerai des photos où il jouait déjà la kora dans les années 20. Mon grand-père jouait pour les princes. Tu vois, bon, bref, c'était un personnage, mon grand-père. C'était un personnage, c'était quelqu'un qu'on invitait, qu'on sollicitait. Oui, et respecté surtout. Oui, j'ai même des souvenirs. Moi, j'ai eu la chance de bien le connaître. Dans ma petite enfance, les gens venaient le visiter tous les matins parce que il avait une certaine allure. Bon, bref, ça, on peut faire une autre émission carrément. Non, mais c'est intéressant parce qu'on raconte le lien entre donc tes origines maliennes et quelque part tes origines parisiennes. Mais oui, c'est complètement lié parce que comme je vous ai dit, mon grand-père déjà à l'époque, comme on nous a raconté, il prenait beaucoup les bateaux. Donc il allait. Il voyageait, c'était un voyageur. Alors lui, c'était. D'ailleurs, il n'a même pas élevé mon père. Il a hérité ça de lui quelque part. Oui, mais mes parents n'ont pas été élevés par leurs parents, parce qu'à l'époque, quand tu partais, ils revenaient. Il y avait, comment dirais-je, une espèce de. Ils faisaient des tournées de 7 ans en moyenne. Quand ils partaient, ils revenaient que tous les 7 ans. Donc ils pouvaient des marins, quoi. Ouais. Donc par exemple, leur premier fils, celui qui est né à La Rochelle, Moustapha, a été élevé par des aristocrates là. Donc mon oncle, il est arrivé au Sénégal, il avait 50 ans, il ne parlait pas Wolof, tu vois. Il était chez les Blancs, à cheval, tout ça, là. Tu vois, avec ses gavroches. Non, mais c'est des vraies histoires, quoi. Ben oui, mais je te crois, et je bois tes paroles. C'est incroyable. Mais raconte-nous alors, donc Paris, comment tu débarques à Paris? Est-ce que tu es né à Paris? Non, alors moi, je ne suis pas né à Paris, mais c'est mon père et ma mère qui étaient sur Paris. Parce que mon père fait partie de cette génération d'artistes, de créateurs, qui a eu cette chance Mon père était l'un des, je crois, peut-être, je ne vais pas dire, peut-être le premier Africain dans le milieu de la mode. Le premier magasin de fourrure créé par un black à Paris, c'est mon père. Diabaté, c'est mon père. Bon, bref, il a une longue histoire. Bon. Donc mon frère était là et il a épousé ma mère. Et j'ai été conçu à Paris et après, bon... Donc, tu as été conçu à Paris? Oui, j'ai été conçu à Paris dans le 18e parce que mes parents habitaient le 18e. Mais vous savez, il y avait une tradition, c'est que quand les mamans tombaient enceintes, ma mère était jeune, elle devait avoir 22 ans, je crois, quand je suis né. Et donc, elle est restée peut-être avec moi pendant 3-4 mois au départ. Et puis après, elle m'a laissé là-bas et elle est venue rejoindre son mari, quoi. Et vous savez pourquoi on faisait ça? C'était une manière aussi, nos parents faisaient ça pour faire croire à leurs parents qui étaient en Afrique qu'ils allaient rentrer. Oui. Vous savez ce qu'on appelle le garant du retour. Tu amènes ton enfant pour dire aux autres, je vais revenir.
Pour assurer. Ça s'appelle le garant du retour. Moi, je suis ça. Je suis le produit de ça. Et puis, à un moment donné, malheureusement, mes grands-parents sont décédés. Ben, on était obligé de récupérer le colis. Donc, j'ai rejoint mes parents à Paris parce que mes grands-parents sont partis, quoi. Bon. Et d'ailleurs, moi, je ne voulais pas rester à Paris. Ça, je peux vous le dire. Et quand je suis arrivé à Paris, ben, je suis tombé où? Dans le bouillon de culture. À Barbès. Ouais, dans la soupe. Il y avait des Turcs, des Algériens, des Russes, C'était, comment dirais-je? Une belle diversité. Et puis, en même temps, en village, c'est incroyable. Ouais. Et puis nous, on ne connaissait pas le racisme, contrairement à ce qu'on croit comme maintenant. En tout cas, il n'était pas si visible, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Parce que moi... C'était le début aussi. Ouais, et puis moi, vous savez, j'allais à l'école française, et le week-end, j'allais écouter l'école arabe avec des Marocains, des Turcs. Tu vois, j'allais à la grande mosquée de Paris. Non, mais en fait, l'approche culturelle n'était pas le même, quoi. C'était une autre époque. Ouais, mais moi, quand j'étais gamin, tu vois, les premières copines, par exemple, tu vois, c'était rarement quelqu'un qui nous ressemblait, puisqu'il n'y en avait pas. Parce que moi, j'étais pas dans le ghetto, moi, j'étais à Paris. Moi, je connaissais même, tu vois, moi, le stade de France Saint-Denis, là, je connaissais pas, moi, en fait. Moi, oui, tu étais au cœur de Paris, il y avait une grande diversité. Ouais, nous, on était downtown. Et tu jouais au football aussi à cette époque. Ah oui, bah oui, parce qu'en fait, il y avait... Près d'une église. Bah, en fait, il y avait l'église Saint-Bernard, là. Le Père Guillaume. Le Père Guillaume, tous ces gens qui m'ont... Grâce à qui, intellectuellement, on s'en est bien sorti. Parce que, vous savez, quand on te passe les fleurs du mal à 15 ans, tout ça, ça te touche. C'est une manière de te dépuceler un peu l'esprit. Bravo. Élargir le champ, tu vois ce que je veux dire. Boris Vian, tout ça, j'irai cracher sur vos tombes, tout ça. Et puis nous, on habitait dans les quartiers où vivait Boris Vian, Picasso, Modigliani. Tu comprends? Ces grands artistes. Mais oui, mais attends, mais... Quand tu dis ça te touche, c'est-à-dire, en fait, ça t'éveille quoi? Ben parce que, comment dire? C'était nostalgique. Vous savez, nous, quand on marchait dans la rue, on ne disait pas, t'as vu le racaille? C'est-à-dire que nous, en fait, les gens à Paris, j'enlève mes lunettes, pardon, excuse-moi. Quand on marchait dans la rue, dans le regard des gens, on ne se sentait pas désiré. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'était normal qu'on soit là. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'il faut avoir la carte ou avoir les codes. Mais moi, en ce qui me concerne, tu vois, quand j'étais gamin, je traînais, j'allais jouer au foot. J'allais à l'école arabe, je faisais du théâtre, je passais l'après-midi parfois avec Paco Rabanne. Tu comprends? J'allais au bain-douche le soir, je rencontrais Prince, Tyson, je rentrais chez moi. C'était normal pour moi. J'allais voir ma mère qui me parle de ses histoires en Afrique, sa cousine qui doit se marier. C'est normal. C'était une époque, en fait, où tu avais l'impression qu'il y avait plus de liberté, de créativité, on n'était pas de ce qu'on appelle connexion. stigmatisé. Il n'y avait pas de ça. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Tu te sentais vraiment accepté. Écoute, moi, j'allais mes potes. Mon premier pote, il s'appelait Christian Daquet. C'était le plus grand. Tu vois Rangis, là? Je crois que sa famille faisait partie des plus grosses entreprises de tout ce qui est olagie. Bon, bref, crustacés, tout ça, là. Lui, il venait me voir. J'étais avec Simon Reljani, le fils de Serge Reljani. J'allais au théâtre. Mon école de théâtre, c'était chez Annie Noël, moi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on était... Pour moi, Paris, c'était un éternel voyage, you know. J'ai l'impression d'être en apnée dans l'océan comme ça, tu vois, et puis de rencontrer des... Je sais pas, moi... Des personnalités, des créateurs, des artistes, des chanteurs... C'était vertigineux, on va dire. Mais nous, on ne s'en rendait pas compte, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai vécu ça. Tu sais, l'autre jour, quand j'ai revu avec Amina, tout ça, Oasis Diop, tu connais Oasis Diop, qui a écrit le texte, là, le dernier qui a parlé, qui a raison. Mais moi j'avais 15 ans, j'allais à Radio Nova, je voyais Bisous. Alors, raconte-nous, alors, comment ça s'est passé, la rencontre avec Radio Nova? Alors, comment je rencontre... Alors, c'est une vraie histoire, ça. Parce qu'il faut recontextualiser. Radio Nova, c'était à l'époque des radios libres en 81. La Sono Mondiale. Voilà. La Sono Mondiale créée par Jean-François Bizot. Absolument. Et Jacques Massadian. Absolument. Parce que j'écoutais ton émission sur le hip-hop, là. Avec Bernard Zécry. Écoute-moi, c'est incroyable. Tu l'as connu, Bernard? Mais écoute-moi. Oui. Moi, je jouais... Big up à Bernard. Écoute-moi. Nicolas Roiré,
Non, mais franchement, là, je vais avoir les larmes aux yeux. Parce que j'ai vécu vraiment ça. J'ai vécu ça. Tu sais, moi, ils avaient une propriété à Saint-Maur. Et moi, j'étais le plus jeune de là. Tu sais, c'est marrant, à l'époque, j'étais le jeune, quoi. J'étais Le petit. le petit. Moi, j'ai des souvenirs où le grand Bizot, là, il jouait au foot. Et parfois, tu sais, nous, on faisait des tournois de foot tous les jeudis avec quoi, Nova contre Canal+, des conneries comme ça. Donc, parfois, il n'y avait pas assez de joueurs. Et lui, il s'improvisait gardien de but. Donc, imagine Bizot avec son short de footballeur. Ça, c'est une image incroyable. Il fallait prendre des photos. Bon, bref, c'est des exemples. Mais on a vécu des choses extraordinaires. Explique-nous comment tu rencontres Jean-François Bizot, celui qui a créé quelque part Radio Nova, la sono mondiale. Raconte-nous. Ben, écoute, déjà au départ, moi je ne savais pas qui était Jean-François Bizot. Parce que d'abord, à l'époque, je devais avoir 15 ans. Tu vois, et il se trouve que parfois, il y a des choses, il y a de la magie de la vie. J'étais au lycée en fait. J'étais au lycée dans un coin, dans le 12e arrondissement, mais qui est limitrophe. Il y a le 12e, 11e et 5e, tu vois le truc? Et 13e même, je dirais. Et il y avait, là où ils ont construit l'Opéra de Paris, là, la Bastille, il y avait l'Arsenal. Et puis parfois, le vendredi après-midi, je traînais avec un pote espagnol. Là, et on dansait, de temps en temps, on allait au Trocadéro. Bon, cette fois-ci, on était dans le coin là-bas. Il m'a dit, Maké, viens avec. Bon, je l'ai suivi. Et je me suis retrouvé dans une cour. D'accord. Et puis dans un étage, dans un immeuble. Et puis on monte au 4e, un grand salon avec un canapé. Des artistes, genre les négresses vertes, des ah! Aouh! Je vois les micros comme ici, quoi, tu vois. Et puis du coup, moi je reste là. Moi je vois les micros, moi je reste là. Et puis, il y a des gens, bon bref, je ne vais pas citer de nom, mais des gens qui sont venus me voir et tout. Alors toi, qu'est-ce que tu fais là? Et alors, qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que tu leur En fait, disais? En fait, Quand on te demandait, mais tu fais quoi en fait? ouais, en fait, moi, le truc, c'est que dès que j'avais du temps libre, j'allais. Mais en fait, tout le monde me disait bonjour, mais je ne savais pas qui était qui. Je ne savais même pas que j'étais à Radio Nova. Si, je savais que j'étais à Radio Nova, mais je n'en prenais pas la mesure. Tu vois, je voyais, comment il s'appelle Lionel D, paix à son âme maintenant. Et puis tous les grands DJ, là, bon bref, tous les grands animateurs, Il y avait Edouard Baird, tous ces gens-là. Rémi Colpacopoul, Tadaï. Rémi avec ses bretelles, oui, mais oui. Il est décédé aussi il y a quelques années. Oui, j'ai appris ça. Mais tous ces gens-là, en fait, je sais pas, au bout... Je sais pas, moi, j'étais là tout le temps. Dès que j'avais pas de cours, je venais. Et donc, tu t'es enrichi, tu as rencontré des gens. Et Jean-François Bizot, ouais. comment ça s'est passé quand vous vous êtes parlé? En fait, c'est Black Samba. Il y a un mec qui s'appelait Black Samba qui faisait les soirées à la Chapelle des Lombards. Et il me dit, et moi j'étais mineur. Et un jour, il m'amène dans ces soirées. Et c'est comme ça, la première fois, je vois à la rue de Lappe, le patron de la radio et tous les journalistes là. Ouais, tous les grands noms là, les Carl Zéro, les machins, tous ces gens là, je les ai vus. Bon. Et c'était au Faubourg Saint-Antoine? Non, c'était rue de Lappe, c'est la radio 33 rue Faubourg Saint-Antoine. Et donc c'est comme ça que j'ai été adopté un peu. Hein. J'étais adopté. Et puis petit à petit, j'ai commencé à les fréquenter. Et puis j'étais invité parce que en fait, moi, en fait, il faut le savoir, c'est comme ça que j'ai appris à rentrer partout gratuitement. Puisque comme j'étais avec eux, donc j'avais tout le temps des invitations, des badges, des trucs. Donc c'est comme ça que Paris s'est ouvert à moi, le New Morning, le Palace, les bains de tout le monde. Donc le Paris by Night, quelque part. En fait, tu es un oiseau de nuit. Ah oui, je suis un enfant de la nuit, ouais. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Et Bizot, la première fois, et puis au départ, il ne te parle pas. Bizot, c'est un personnage. Au départ, il ne me parlait pas trop. Puis un peu comme ça, côté général de Gaulle comme ça, là. C'est bizarre, il a un côté comme ça, tu vois. Moi, je ne l'ai pas connu. Ouais. Et puis un jour, je ne sais pas de quoi on parle, parce que moi, j'aime bien taquiner les gens. Il me dit, t'es capable de quoi, toi? Tu connais... Attends, il m'a parlé de Joe Ballard. Tu connais Joe Ballard, toi? Je dis, ouais, je connais. Celui qui dit... Et là, en fait, moi, c'est ça qu'il a aimé. Parce que quand il m'a dit, tu connais Joe Ballard, moi, j'ai dit, ouais, Joe Ballard, c'est celui que je suis docteur parce que je soigne ma présentation. Et ben là, tu connais. Bon, va me trouver. Tu sais où il est? Ça fait longtemps que je ne sais pas où il est. Va me trouver une interview de lui. En fait, moi, le journaliste, je connaissais. C'est lui qui m'a dit, va. Il m'a défié, en fait. Exactement. Et puis, j'ai amené plein de sujets. J'ai fait le premier article sur les femmes excisées, là. Pour le Nouvel Obs. J'avais même pas 18 ans, moi. Mais c'est les autres qui signaient à leur nom, tu vois.
Mais c'est moi qui C'est-à-dire que allais. les autres signaient à ton nom. En C'est-à-dire. fait, des journalistes réputés. D'accord. Mais comment ça se fait que toi, tu écris un article et puis on signe à ton En fait, nom? moi, par exemple, il y avait des sujets, les gens, ils ne pouvaient pas avoir les infos. C'est moi qui pouvais avoir les infos. Parce que moi, par exemple, quand il y avait des sujets sur le premier procès sur les femmes qui ont été excisées, là. Oui. Ils ont attrapé la maman, machin. Bon. C'est un vrai sujet, ça. Bah oui, c'est un vrai sujet. Et puis moi, c'est des sujets que je connaissais déjà. Parce que, quand on est jeune, l'aîné d'une famille où il y a des filles, tu connais ça. Bon. Soit c'est la sœur d'un voisin, je ne sais pas, bon, tu connais. Mais ça reste tabou, c'est des choses qu'on n'aborde pas. Mais là, c'était quoi le problème? C'est une femme va risquer de prendre 20 ans de prison parce qu'il a appliqué un acte traditionnel. Mais en Afrique, ce n'était pas un problème. Mais ici, c'était un crime. Donc moi, je me suis dit, mais il faut que je comprenne ce qui se passe. Donc j'ai été faire parler ces gens. Et moi, ils m'ont parlé. Et comment ça s'est passé quand tu as été faire parler ces gens? Tu allé avec un enregistreur? Ouais, c'est ça, dictaphone. Voilà. Ouais. Et donc, tu as pris ces témoignages, C'est ça. toi tout seul. On a transcrit. Voilà. Et tu étais avec quelqu'un ou tu étais tout seul? Non, j'étais tout seul. Tu étais tout seul et puis tu as retranscrit. Ouais. Et on ne mettait pas ton nom. Non, en fait aussi, on ne mettait pas mon nom parce que moi, tu sais, j'ai pas de problème d'ego en fait, moi. Mais c'est de l'injustice, ça. Ouais. Mais il y a plein de gens que j'ai lancés. Hein. Je ne vais pas balancer, mais il y a plein de gens qui c'est pas une question de balancer, c'est une réalité ce que tu dis, Lamine. Ouais. Parce qu'en fait, tu me parles d'une époque qui était, comme tu as dit, c'était vertigineux. Ouais. Où tu as les gens nous pompaient. Il y a plein de livres qui sont. C'est intéressant aussi de dire ça. Très intéressant. Parce que Bizot, souvent, on le met sur un piédestal. Mais il y a beaucoup de personnes aussi. Aujourd'hui, tu sais, on est dans une époque où il y a des mouvements comme MeToo, où il y a une libération de la parole. Tu as même MeToo Média, où tu as des femmes qui expliquent les mécanismes en fait, de prédation. Mais des hommes aussi, des fois, se font avoir. Tu étais jeune, tu avais 18 ans. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on t'a volé quelque part? Alors, il y en a plein qui m'ont volé. Plein. Au niveau du cinéma, dans tous les milieux. Hein. Le milieu de la mode, du cinéma, de l'édition, de la musique. Mais il faut le dire, ça aussi. Oui, mais parce que d'ailleurs, c'est pour ça, à un moment donné, j'ai quitté Paris pendant plus de 25 ans, moi. Parce qu'on t'a brisé le cœur? Ben, oui, parce qu'à un moment, moi, j'ai amené des équipes de tournage. Je suis le premier Africain qui a monté des projets de cinéma. J'ai touché l'avance sur recette de Canal+. J'ai amené une équipe bref, pendant 6 mois au Sénégal pour tourner des pilotes. Et les gens sont partis avec mon argent. Ils m'ont fait créer une société qui s'appelle Magic Media. Des gens comme Pierre Acha, là, lui je vais citer son nom parce qu'il fait partie des salauds là, qui m'ont ruiné un peu. Et non seulement ils me prenaient mon argent, mais ils profitaient parce que moi, quand je suis arrivé au Sénégal, le gouvernement du Sénégal était fier quand même d'avoir un jeune artiste prometteur. Il nous disait, nous, on n'a pas d'argent, mais j'avais l'apport technique, on modèle les maisons, les voitures de fonction, j'avais quand même beaucoup d'avantages. Tu avais des ouvertures. Des ouvertures graves. Et puis, par rapport aussi aux gens de ma famille, vous savez, notre famille est très connue. Moi, je suis Lamine Diabaté, mon oncle c'est Djigui Diabaté. Tu étais une porte ouverte sur un monde. Oui, ce que je peux te dire, nous avons été des citrons pressés pour pas mal de choses. Mais c'est pour ça que moi, je te dis, Lamine, que nous, on est une autre génération et on ne veut plus être des Mais moi, je ferai une émission avec toi où je vais balancer tout le monde dans ce cas-là. Voilà. Parce que parce que ça, c'est stop. Non, mais je te T'as jure. pas envie de dire stop. Mais écoutez, parce que j'ai appris quelque chose dernièrement. J'ai invité aussi Solo de Solo, Assassin. c'est mon frère. Je l'ai invité avec Bernard Zécry. Oui. Hein, Bernard Zécry avait créé le New York City Rap avec Africa Bambaataa. Voilà. Et Africa Bambaataa, qu'est-ce qu'il a fait avec Solo? Tu es au courant de ça? Mais je sais. Des agressions sexuelles? Écoute-moi. Mais ça a été caché. Ça a été un tabou. Mais lui, il en a souffert après. Il en a souffert beaucoup. Et aujourd'hui, il libère sa parole. Bon, donc libère ta parole aussi. Moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis un rescapé, moi, Lamine. Un putain de résilient et un rescapé. Parce que moi, vous savez, à l'époque, beaucoup de gens ont pensé, parce que comme j'étais tellement proche de gens très célèbres, parce que quand même, moi, j'ai connu les gens qui avaient de la puissance quand même. Bon. Et comme j'étais adolescent, ces gens aussi m'ont très vite donné des clés j'avais, comment on appelle ça, hôtel particulier, Arago, tout ça. Mais moi, avec tout cet argent-là, je prenais les mecs dans la rue, des étudiants désœuvrés, je leur disais, tiens, va dormir. Moi, je faisais ça. Avec tout l'argent que ces gens m'ont donné, parce que je le reconnais, c'est vrai. Parce que comme je ne voulais pas que mon père le voie, cet argent. Parce que moi, mon père ne manquait pas d'argent. Donc, je le redistribuais dans la rue. C'est ça, la réalité. Bon. Mais le problème, c'est quand tu fais des actes de bienveillance comme ça, là, il y en a qui sont contents, mais il y en a qui sont méchants.
Il se trouve que moi, dans ma naïveté, je ne savais même pas que des gens qui m'aidaient étaient homosexuels. Moi, je ne savais pas que Paco Rabanne était homosexuel. Parce que Paco Rabanne, moi, en plus, c'est un mec quand même assez... Tu vois, c'est un Catalan, le mec, ça, tu vois, tu parles comme ça. Moi, bon, j'ai découvert je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Il m'a dit qu'il était homo, j'avais 20 ans à peu près. J'ai dit, mais pourquoi tu me le dis maintenant? Il m'a dit, mais j'avais peur que tu viennes plus me voir. Ça a été sa réponse. Bon, bref. Et pareil, Arte, à un moment, ils m'ont posé un contrat, mais je n'ai pas balancé. Le mec, il m'invite dans un hôtel particulier avec des gens très connus de la télé, là, à l'époque. Et il me dit, écoute, bon, alors, c'est bon. Parce qu'en fait, on te faisait faire des castings. Il y avait 300 personnes, mais tu savais que toi, tu allais faire le casting, mais c'est toi qu'on allait prendre. C'était ça le deal, en fait. Ah ouais, moi, j'ai vécu des choses comme ça. Les gens, ils faisaient la queue pour le même truc, alors que tu savais que eux là, ils vont pas l'avoir, c'est pour toi. Tu comprends? C'était déjà organisé. Ouais, mais quand tu venais, et l'autre, il te dit, ouais, t'as vu, hein? T'as vu, il y avait 300 personnes, mais c'est toi que j'ai choisi. Il te met ouais, mais attends. sur un piédestal. Moi, je suis un griot, j'ai des protections, moi. J'avais aussi, je lui rends hommage, une femme très belle que j'ai connue, une Marocaine, chanteuse. Qui est un peu... les Marocaines. Ouais, Zelfa, c'est une femme, bon bref, qui m'accompagnait à l'époque dans ce monde-là. Oui, tu étais accompagné quand même, il y avait quelqu'un qui te protégeait. Ah oui, moi j'avais toujours une femme quand même, une femme... bon, moi je ne me rendais pas compte, les gens me disent toujours que j'avais cette chance d'être bien accompagné. C'est vrai, ouais. C'est important. Et c'est souvent elles qui ont détecté, qui me disaient, fais gaffe. Et d'ailleurs, l'histoire de Arte, là, le contrat que j'ai refusé, c'était l'émission Megamix, hein, mais qui était présentée par, bon, tu connais, Amis du Monde, bonsoir, là. Bon, bref. Non, lui je ne me rappelle pas. Bon, tous ces gens-là, je ne vais pas accuser parce qu'après, on va faire des trucs propres. Bon. Et je te dirai hors micro. Mais tous ces gens-là, et puis il faudrait qu'on passe. Parce que le mec, tous ces gens-là, ils avaient des relais au Maroc. Ils avaient des riads. Des riads. Ils avaient aussi une télé privée de cinéma, genre Canal+, mais au Maroc. Donc, tu as eu des propositions indécentes, clairement. Oui. Et là, ma copine marocaine, là, c'est elle, tout de suite, m'a dit, la façon dont il te touche, machin, laisse tomber. Donc moi, après, je disparaissais. Oui, tu prenais la fuite. Ouais. Et, du coup, un moment, je suis parti sur la Côte d'Azur et puis entre Monaco et Nice, là, je me suis réfugié là-bas, en fait. Donc, en clair, quel est ton regard alors sur cette partie quelque part de ta vie et sur ces personnes? Voilà, quel est ton regard là-dessus? En fait, moi, je pense que j'ai eu cette chance d'avoir un monde où on te faisait croire où tout était possible. En tout cas, c'est ce qu'on nous faisait croire. Oui, c'est la poudre aux yeux. Ouais. Et en fait, tu te rends compte qu'au dernier moment, il y avait une barrière. Donc moi, je trouvais ça triste, quoi. Et puis comme je suis un peu sensible, je me suis dit, mais c'est dommage, quoi. En fait, ils nous appliquent un plafond de verre, quoi. Ça m'énerve. Et pourtant, j'ai tout fait. J'ai écrit des scénarios. J'ai même eu l'avance sur recette, moi. Je pense que j'ai fait partie des premiers, quand le groupe Canal s'est créé, j'ai fait partie des premiers qui ont touché ça. C'est avec cet argent que nous sommes partis au Sénégal. Et Paco Rabanne m'a allongé une partie. Donc si j'ai quand même pas amené 14 personnes, des techniciens, les entretenir pendant des mois en Afrique, tu vois, Magic Media, mais moi, comme je savais pas comment on gère une société et tout ça, donc les gens, en fait, ils m'ont vampirisé, quoi, tu vois. Parce que j'avais tout le temps des gens autour de moi, des gens qui mettaient l'argent, mais il y avait aussi des gens pour le manger, quoi. Ouais. Donc, à un moment donné, j'en ai eu marre. Et après, le dernier truc, c'est La haine, le film. Oui, Vincent Cassel. Ouais, et Mathieu Kassovitz. je sais pas, moi, bon, bref, quoi. Sami Tagmaoui aussi. Ouais. Bon, bref, Saïd. Bon. Et ça, c'est oui, le dernier trou du cul qu'ils m'ont fait, quoi. Donc, je me suis là, bon, bref, mais ça c'est un film, quoi. Si je raconte cette histoire-là, c'est dommage, quoi, mais bon. Donc, il y a eu, en fait, ce que tu partages avec moi, c'était quelque part tes déceptions professionnelles, ce côté un peu où tu as été vraiment déçu, on t'a brisé le cœur. Et c'est drôle parce que tu commences quand même l'interview en disant oui, c'était vertigineux. Mais c'est ça. Tu as quand même gardé. Une désillusion. Oui. Quelque part. Une désillusion, mais quand même, tu as gardé comme une sorte de. Mais moi, je reste vivant. Moi, tu sais. De nostalgie, quelque part. Non, même pas. C'est-à-dire que pour moi, tant que je vis, en fait, tout ça, j'apprends sur l'humain. Parce que moi, j'ai toujours été intéressé par les sciences humaines, tu vois. J'ai pas fait de l'anthropologie pour rien, en fait. Tu comprends? En fait, tout ça, parce que quand j'étais très petit, je ne pensais pas que l'être humain pouvait être un obstacle pour son prochain. Tu comprends? Dans mon logiciel à moi, je pensais qu'un humain
reste humain, justement. Un humain reste humain. Ouais. Et là, on va aborder aussi une question parce que tu m'expliquais qu'à cette époque, le racisme, que tu ressentais pas forcément le racisme en Bon. marchant, mais il y avait du racisme. Oui, alors... C'était une époque où il y avait des Oui. skinheads aussi, non? Ah bah oui, bah attends, alors ça, bon, en plus nous étions dans le quartier. Parce qu'en fait, quand tu es dans le 18e, tous les week-ends, c'est le marché aux puces, là. Donc moi, je peux te dire, à l'époque, quand tu croises un mec en perfecto, tu vois, avec des chaînes, là, des trucs comme ça, là, bon bref, parce que nous, à l'époque, bon, moi, tu vois, maintenant, j'ai beaucoup de petits frères, mais moi, cette époque-là, moi, dans la famille, on était 3-4. Mais comment ça se passait alors, le racisme à cette époque? Bah, écoute, c'est simple. Bon, en fait, moi, je ne l'ai pas beaucoup subi. D'ailleurs, dans le film que j'ai fait là, avec Jacques Rouland, c'est de ça qu'il s'agissait. Quand je joue avec Charlotte Véry là, dans ce film-là, White White and Black, où elle part dans une agence immobilière et tout. Parce que tu as participé à un reportage là-dessus, C'est ça, avec pour Envoyé spécial. Oui, tout à fait. Et donc, à un moment donné... Donc, sur le racisme. Oui, à un moment donné, on va vers Trocadéro, dans le quartier, là, on va dans le 16e et tout, dans une agence, et puis... elle sollicite un appartement, on lui dit oui, et puis à un moment donné, au moment de signer, elle dit au mec là, pardon, mais il y a mon chéri dans la voiture, il faut que je l'appelle. Et là, je déboule avec mon truc péruvien là. Pardon. Et là, tout de suite, non mais là, le gars, il fait comme une crevette, il retourne sa face, il dit, mais attends, mais il faut que j'appelle la propriétaire en Normandie. Bon, c'est pour dire ça, c'est du racisme. Ouais. Alors qu'il avait dit oui. J'ai vécu aussi un truc qui est vrai, avec la mère de ma fille, la niçoise là. À un moment, on voulait prendre un pied à terre. Elle va dans un truc, dans le 10e, là. Elle loue un appartement, elle me donne les clés, elle part à Nice. D'accord? Mais moi, qu'est-ce que je fais, connard con comme je suis? Il y a un pote, il me dit, ouais, je suis à la rue. J'ai dit, ouais, tiens, j'ai un nouvel appartement, là, va dormir là-bas. Je lui donne les clés. Le lendemain, il y avait la police et la dame. Parce que les voisins lui ont dit, il y a un noir dans... Parce que dans l'immeuble, il n'y avait jamais eu de... Tu vois, des choses comme ça. Oui, donc c'était quand même ah oui, ça, c'est des choses vécues. Tu comprends? Mais, en fait, je t'explique. Le système, tu peux le contourner quand même. Mais toujours... Oui. Tu sais, je vais dire une phrase qui est un peu conne à la chaise Sarah Ims, là. Tu sais pas... l'avenir, parfois, des hommes... comment dirais-je, racisés, se trouve entre les femmes, leur avenir, leur destin se trouve entre les jambes des femmes qui ne le sont pas. Tu comprends? C'est-à-dire? Bon, écoute, j'avais lu ça dans un livre, mais j'avais trouvé ça vrai. Et je crois que c'est Romain Gary qui disait ça. Ben, explique-nous. Ben, Romain Gary, à un moment donné, il a fait un bouquin qui s'appelle, je crois, Chien blanc, un truc comme ça, où il raconte l'histoire d'un chien qui est raciste, qui a été élevé contre les Noirs. Tu comprends? Oui. Et à un moment donné, il s'est marié avec une femme qui soutenait les gens des Black Panthers, tout ça. Bon, Audrey Hepburn, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et à un moment donné, il y a dans le livre, comment dirais-je, un militant, un activiste noir des Black Panthers, dont je ne me souviens pas le nom, qui dit, donc c'est un noir américain, mais c'était une réalité aux États-Unis, qui dit que nous, après plusieurs années de combat, lui, il dit que l'avenir de l'homme noir aux États-Unis se trouve entre les jambes d'une femme blanche. Ce qui veut dire quoi? Donc, que l'émancipation... Bah oui, parce qu'il disait que c'est en étant avec une blanche et en faisant des enfants métis qu'il va avoir une vie plus facile. Parce que quand il met la blanche en avant, il peut avoir des crédits à la banque. Ça, c'est des gens qui racontent. C'est pas moi qui dis ça, mais c'est des choses que parfois j'ai dit, mais... Oui, c'est vraiment une mentalité raciste qui est là depuis des décennies, des décennies, et qui est quand même ancrée dans nos mémoires. Mais oui. Et en fait, tu racontes que toi, t'as su contourner aussi. Parce que tu es obligé d'être un petit serpent de temps en temps. C'est pas un serpent, c'est juste d'être... te protéger. Oui, et puis en même temps, parce que sinon, si tu es toujours dans ce rapport de victimisation, tu deviens fou et tu n'avances pas. Moi, j'ai même pas le temps pour ça. Voilà, exactement. Moi, j'ai même pas le temps pour ça. Mais je trouve que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui dans ton podcast parce que ça fait partie de ton histoire. Absolument, ouais, je suis d'accord. Mais vous savez, moi, aujourd'hui, je suis très fier de moi. Voilà, oui, c'est exactement la question que j'allais te poser. Je suis fier de moi parce qu'il y a quelques jours, bon bref, en ce moment... Tu es fier de toi? Parce que je vois ce que mes enfants deviennent. Et je me dis, c'est ça l'espoir. En fait, c'est ça. Moi, tu sais, je pense vous avez ouvert les portes. L'être humain, il devient ce qu'il anime. J'y crois profondément de ça. Vous savez, moi, j'ai jamais été négatif en ce qui concerne
mon futur ou le futur de mes enfants, parce que je suis persuadé que le pire n'est jamais sûr. Parce que l'humain, quand même, on va pas faire, comme disait l'autre, la guerre mondiale n'aura pas lieu. Moi, j'y crois, elle n'aura pas lieu, parce que la vie est plus forte que la mort. Parce qu'à un moment donné, on va trouver des issues. On va trouver des solutions. Ouais. Moi, je pense qu'on va trouver et on va vivre ensemble. Eh bien, restons sur cette note positive, Oui. sur le vivre ensemble. Merci, Lamine Diabaté. Merci à toi. Voilà, aujourd'hui, on a rencontré Lamine, qui est journaliste, cinéaste, qui a eu énormément d'opportunités dans sa vie, qui a C'est rencontré vrai. des personnalités C'est comme vrai. Paco Rabanne, Je te jure. Jean-François Bizot, Ouais. et aujourd'hui, il nous a fait des révélations. Merci, Lamine. Merci. Et on est là, on lâche rien, comme dirait Adil Farkan. Merci À à toi, bientôt merci à pour vous. un prochain merci, épisode. merci. Oh là Merci. là. Merci.